J'appelle le docteur Zidane. Il va nous faire les nouvelles recommandations dans l'infection à Helicobacter pylori chez l'enfant. Docteur Zidane, il est gastropédiatre libéral à HLF, j'allais dire Béjaïa, pardon. Allez, bon courage. Salam alaikum, salam à tout le monde. On m'a demandé de vous présenter les dernières recommandations dans l'infection à Helicobacter pylori chez l'enfant. Alors, comme vous savez, l'infection à Helicobacter pylori est une infection assez fréquente dans les pays moins riches. Sa prévalence en nette progression par rapport aux conditions socio-économiques et l'infection est souvent acquise en bas âge. C'est une cause quand même fréquente d'affections gastro-duodénales qui peuvent évoluer d'une gastrite simple vers le cancer chez l'adulte. Les moyens de diagnostic de cette infection sont bien standardisés. Le traitement est codifié et à chaque fois mis à jour. Les rechutes, malheureusement, peuvent exister, notamment chez l'enfant. Alors, l'objectif de cette présentation, les objectifs à atteindre, c'est d'abord avoir un aperçu épidémiologique de cette infection. Deuxièmement, quand et comment faire le diagnostic selon les recommandations de la société, des deux sociétés nord-américaines d'hépatogastro-nutrition pédiatrique et la Société européenne d'hépatogastro-nutrition. Comment va-t-on prescrire un traitement de cette infection en fonction toujours des recommandations? Et enfin, comment contrôler l'éradication de cette infection? D'abord, pour éclaircir un peu la situation, j'ai préféré commencer par un cas clinique. Vous voyez, Rehab, elle a 13 ans. Elle présente des douleurs abdominales de siège épigastrique avec parfois des vomissements, pyrosis, depuis plus de 6 mois. Il y a une altération de la qualité de vie. C'est d'abord les parents qui sont inquiets pour cette douleur, l'absentéisme scolaire, plusieurs traitements instaurés sans succès. Il y a une stagnation du poids et sur le plan investigation, une écho abdominale, un bilan hépatique, pancréatique est normal. Le bilan est normal. Donc, il y a une indication d'une endoscopie œsogastro-duodénale. Voilà ce qu'on a trouvé dans cet examen endoscopique. C'est des lésions nodulaires, disséminées, corporeales et antrales. Il y a une deuxième image aussi, c'est la même chose. C'est des lésions nodulaires diffuses. On a fait des prélèvements et on a reçu l'examen anatomopathologique qui parle d'une gastrite chronique à Helicobacter d'intensité modérée, d'activité modérée et d'atrophie légère. Il n'y a pas de signe de dysplasie, il n'y a pas de signe de métaplasie ou de néoplasie maligne. D'accord? Donc on va voir tout ça en détail dans les plaques suivantes. Voilà, d'abord sur le plan prévalence. Vous voyez que dans la prévalence mondiale est variable. Elle peut atteindre 90% dans les pays moins riches et les 2/3 des enfants infectés avant l'âge de 2 ans. Donc c'est une infection acquise en bas âge. Par contre, dans les pays riches, 20% de populations sont atteintes, seulement 10% des enfants infectés avant à l'âge de 2 ans. D'accord? Vous voyez déjà la différence. En Algérie, on a cherché, il n'y a pas réellement de prévalence nationale pédiatrique, sauf qu'il y a des études unicentriques ou bien lors des thèses. Et vous voyez que notre ami Moustapha Boubri a fait une étude rétrospective pédiatrique en 2011 sur
une durée de 7 ans, la prévalence est environ de 76% au CHU Parnay à Alger. Une thèse de Raaf Naïma en 2018, ça c'est une étude prospective, adultes et enfants, entre 2012 et 2016, la prévalence elle est de 56% dans 3 centres, Bni Messous, Debarine, Bolorine et Bainam. Et il y a une thèse aussi du docteur Frenini à Birtraria, la prévalence pédiatrique est de environ 75% en 2019. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que l'être humain est le seul réservoir connu de l'infection, de l'Helicobacter pylori. La transmission, elle est oro-orale, féco-orale, gastro-orale par le matériel d'endoscopie, et l'infection, elle est souvent acquise dans l'enfance. Quelles sont les conséquences de cette infection si elle n'est pas traitée? Vous voyez que pratiquement, dans 100%, on a une gastrite, qu'elle soit chronique ou acquise. Dans 5% des cas, on peut avoir de l'atrophie gastrique qui fait le lit du cancer, un cancer gastrique dans 1%, un ulcère, qu'il soit duodénal ou gastrique dans 10% des cas, et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, c'est le MALT, lymphome du MALT, dans moins de 1% des cas. Quelles sont les conséquences encore de cette infection? Bon, c'est des conséquences beaucoup plus chez l'adulte. Comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de médecins qui s'occupent de l'adulte, j'ai préféré les citer. Vous avez d'abord le lymphome de Malte, qui est une prolifération des lymphocytes B et relation avec l'hélicobacter éprouvé. Il y a aussi un lien entre l'adénocarcinome de l'estomac et l'Helicobacter pylori. Il y a aussi un lien qui est déjà établi entre l'infection et le purpura thrombopénique idiopathique chronique. Il y a aussi une relation avec la sclérodermie. Aussi, il y a une relation prouvée dans la malabsorption de la vitamine B12. Une relation avec les maladies cardiovasculaires. On a déjà vu les maladies cardiovasculaires ce matin. Et vous voyez que l'hélicobacter intervient dans la formation d'athérome et la rupture de cette plaque, d'où les conséquences, les accidents vasculaires cérébraux. L'Helicobacter pylori est aussi soupçonné dans la maladie d'Alzheimer. Alors, dans cette plaque, vous voyez que pratiquement la proportion des lésions gastro-duodénales, qu'ils soient ulcères ou érosion, dans cette étude, et vous voyez que pratiquement sur 7800 endoscopies faites chez 6000 enfants dans une unité de gastroentérologie pédiatrique à Bruxelles, sur 2 décades, de 1990 à 2012, la proportion, elle est de 30%, c'est-à-dire l'HP est impliqué dans les lésions dans à peu près 30% des cas. Alors, les recommandations, c'est les mises à jour d'abord de 2016 des 2 sociétés nord-américaines et la nutrition pédiatrique. Puis il y a eu une mise à jour du groupe Helicobacter pylori de 2018. À la question, quand doit-on rechercher l'infection? Est-ce qu'on doit la rechercher devant des douleurs abdominales d'allure organique ou bien des douleurs abdominales récurrentes, une petite taille, une carence martiale, une anémie par carence martiale réfractaire ou un PTIC, c'est-à-dire un purpura thrombopénique idiopathique? La réponse, vous avez uniquement la d'allure organique. Attendez,
Voilà. La douleur d'allure organique. Vous avez l'anémie par carence martiale réfractaire au traitement et le purpura thrombopénique idiopathique chronique. Particularité de ce purpura thrombopénique idiopathique, c'est que c'est le seul diagnostic où on est obligé de commencer par le test respiratoire ou l'antigène HP dans les selles. Et si, en cas de positivité, et si le taux de plaquettes le permet, on va faire une endoscopie œsogastro-duodénale. Quels sont les signes évocateurs d'une maladie peptique chez l'enfant? Généralement, c'est des douleurs épigastriques qui persistent, qui réveillent l'enfant, parfois calmées par les repas, un pyrosis, parfois des vomissements associés, une hémorragie digestive, une stagnation du poids ou un antécédent de maladie ulcéreuse chez la famille nucléaire. Alors, bien sûr, en tant que praticien, il faut toujours discuter une gastrite, ne pas être branché uniquement sur l'hélicobactère. Et vous voyez que les causes sont nombreuses du point de vue infection, hypersécrétion acide, le stress, c'est beaucoup plus aigu que chronique. Vous avez l'atteinte granulomateuse et vous voyez que la tuberculose gastrique, elle est là, la sarcoïdose. Les causes immunoallergiques, vous avez la maladie cœliaque, d'accord? Les causes toxiques, vous les connaissez, notamment les AINS et les agents physiques. Ça, c'est pour discuter éventuellement une gastrite, d'accord? Quelles sont les méthodes diagnostiques de cette infection? Vous avez, d'une part, les moyens invasifs et les moyens non invasifs. Les moyens invasifs, la clé, c'est bien sûr, c'est l'endoscopie. Puis, une étude anapathe et le test rapide à l'uréase, la PCR et la culture. Les moyens non invasifs, vous avez le test respiratoire, l'antigène dans les selles et la sérologie. Alors, comment faire le diagnostic de cette infection? L'endoscopie est la clé du diagnostic. Il faut toujours arrêter les inhibiteurs de la pompe au proton 600 si l'enfant est sous traitement au moins 2 semaines, arrêt des antibiotiques 4 semaines. Un aspect normal n'élimine pas l'infection. Deuxièmement, un aspect nodulaire, comme le cas de Rehab qu'on a vu, antral ou diffus, l'hélicobactère est présent dans 95% des cas. Et en cas d'érosion ou d'ulcère, l'imputabilité est de 1/3 des cas. Quelles sont les recommandations des 2 sociétés en matière de biopsie? C'est qu'il faut faire 2 biopsies au niveau de l'antre, ici, 2 biopsies au niveau du corps et une autre biopsie pour le test rapide, que ce soit uréase, PCR ou fiche, et une biopsie pour culture. Le diagnostic de l'infection repose donc sur une culture bactérienne avec antibiogramme, un examen histologique selon la classification de Sidney, plus l'hélico qu'on va trouver, un autre test positif qui soit le test rapide à l'uréase, la PCR ou bien le test de fiche. Alors ça, c'est les recommandations, mais si on voit le contexte dans lequel on exerce, on n'a pas la culture et on n'a pas le test. On se fie uniquement sur l'examen histologique selon la classification du Sidney, plus le comptage du bacille de l'Helicobacter pylori sur le plan histopathologique. Il y a un apport intéressant du groupe francophone d'hépatogastronutrition pédiatrique. Si on découvre l'Helicobacter pylori lors d'un examen histologique, par exemple,
on fait une endoscopie pour rechercher la maladie cœliaque et qu'on retrouve des lésions, on fait les biopsies au niveau de l'estomac et que ces des biopsies sont positives à l'Helicobacter pylori, l'examen histologique seul permet de conduire à la prescription d'un traitement. Quelle est cette classification de Sidney? Elle est simple, très simple. D'abord, c'est l'activité. Si on retrouve des polynucléaires ou des eosinophiles, on est dans la phase active de la gastrite. Si on retrouve des plasmocytes, on est dans la phase inactive. Deuxièmement, est-ce que cette gastrite est superficielle ou elle est donc il y a de l'atrophie? C'est l'épithélium glandulaire que l'anapathe va vérifier. Et enfin, est-ce qu'il y a des follicules lymphoïdes? Est-ce qu'il y a une métaplasie intestinale? Il y a aussi un score semi-quantitatif pour l'anapathe. Il y a un score de 0 à 3. Il va vérifier l'hélicobacter, il va vérifier les neutrophiles et le nombre, les lymphocytes et l'atrophie, qu'elle soit au niveau du fundus ou au niveau de l'antre, léger, normal, léger, modéré, sévère, ainsi que la métaplasie intestinale. Voici une vue histologique sous microscope. L'anapathe va vérifier, il va trouver le bacille de l'hélicobacter et il va donc les compter. Alors, on arrive à la partie comment prescrire un traitement contre cette infection. D'abord, il faut, selon les recommandations, vérifier la clarithromycine. Est-ce que cette clarithromycine, il y a une résistance ou pas? Si il n'y a pas, c'est-à-dire on ne connaît pas la résistance à la clarithromycine, comme c'est le cas de notre exercice chez nous en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement donner 3 médicaments à des doses élevées, IPP, amoxicilline et métronidazole. Le bismuth, on ne l'a pas. Maintenant, si cette résistance, il n'y a pas de résistance, il faut utiliser les IPP, l'amoxicilline, la clarithromycine. Maintenant, il y a une résistance à la clarithromycine, il faut vérifier la résistance au métronidazole. Oui, il y a une résistance. C'est des doses élevées, IPP, amoxicilline, métronidazole. Il n'y a pas de résistance, il faut donner IPP, amoxicilline, métronidazole. Il y a une allergie au bêta-lactamine, remplacer l'amoxicilline par de la clarithromycine. Donc c'est simple. Voici un tableau. Ce tableau doit être sur le bureau. C'est en fonction du poids pour les 4 médicaments. Et je vous donne un exemple. Par exemple, la première ligne, de 15 à 24 kg, c'est les IPP, 20 mg matin, 20 mg le soir. L'amoxicilline, c'est 502 fois. La clarithromycine, 252 fois. Et le métronidazole, 252 fois. C'est un tableau qu'il faut mettre toujours sur le bureau pour prescrire. Les doses high de l'amoxicilline, on est à 500, on donne 750-750. On est à 750, on donne 1000-1000. Et à plus de 35 kg, 1500-1500. Maintenant, on arrive à la phase contrôler l'éradication. C'est une phase assez importante pour dire que l'HP a disparu de l'estomac. Il y a 3... Quand est-ce qu'on fait ce contrôle? Vous avez 14 jours de traitement, bien sûr. Après, il faut 4 à 8 semaines après la fin du traitement, soit par une fibro de contrôle, soit par un test respiratoire, soit par recherche d'antigènes dans les selles. Et vous voyez que l'ILI-test, c'est-à-dire le test respiratoire, a une sensibilité de 98% et une spécificité de 100%. On donne de l'urée marquée, il est hydrolysé par l'uréase de la bactérie, le CO2 dégagé, il est récupéré au niveau respiratoire, et comme ça, on saura si l'éradication est faite ou pas. Le test au niveau des selles, il est aussi important. Et vous voyez que pratiquement la sensibilité et la spécificité de ce test monoclonal, c'est-à-dire
c'est-à-dire par PCR. Il dépasse les avant et après, il dépasse les 90%. Il y a une suggestion d'avis d'experts. Si les IPP ne peuvent pas être arrêtés, on peut donner des anti-H2 2 jours avant l'examen. Et les tests basés sur le prélèvement de sang, c'est-à-dire la sérologie, IgG, IgM, ne sont pas recommandés. Il m'arrive de recevoir des demandes d'une fibro à la recherche d'HP parce que la sérologie, elle est positive. C'est faux. Il ne faut plus demander une sérologie pour ces enfants. L'échec de l'éradication, malheureusement, existe. Il est dû soit aux effets secondaires, vous le constatez, l'amoxicilline, métronidazole, les IPP, vous avez des douleurs, des vomissements et l'enfant refuse. Soit une résistance réelle à l'HP ou bien une mauvaise observance du traitement. Effectivement, il y a une résistance. Selon cette étude de 2016, vous voyez que pratiquement, vous avez 52% de résistance au métronidazole, 20% à la clarithromycine, 0,9 c'est l'amoxyl reste donc efficace et la tétracycline, au-delà de 8 ans, il y a 0 de résistance. Il y a une autre étude de notre ami Fernini qui a fait cette sensibilité. Elle retrouve 10% d'amoxicilline, 80% de métronidazole, 40% de clarithromycine, 0 à la tétracycline, l'association métronidazole-clarithromycine, 40%. En face d'une maladie peptique, comme c'est le cas de ce petit Iyed, il avait donc des douleurs, toute la symptomatologie, et c'est un ulcère bulbaire, large, à fond blanchâtre. Ça, comment doit-on donc utiliser les IPP? Là aussi, c'est un autre enfant qui a un double ulcère postérieur, large, à fond, donc il est creusant, à fond blanchâtre. Ça, par rapport aux IPP, il ne faut pas s'arrêter à 14 jours. Il faut poursuivre les IPP pendant au moins 4 à 6 semaines après l'arrêt du traitement. D'accord? Les New Guidelines de 2016, c'est que c'est vrai, 14 jours de traitement, je me répète, 14 jours de traitement dans l'infection, 6 semaines dans la maladie peptique, et on peut augmenter les doses d'IPP jusqu'à 2,5 mg par kilo par jour chez les tout petits. Attention à l'utilisation abusive de ces IPP, parce qu'on a trouvé que ces IPP augmentent significativement les épisodes de gastroentérite et les épisodes de pneumonie. Aussi, il y a une modification de la flore, il y a une dysbiose, et vous connaissez les conséquences de la dysbiose intestinale, augmentation de la gastrine, des tumeurs carcinoïdes, des polypes gastriques, de l'atrophie, voire un trouble de l'absorption du fer. Tout ça à cause de ces IPP utilisés à tort et à travers. En cas d'échec, il y a un traitement de recours. Je vais pas donc m'attarder sur le tableau pour vous dire que nous, on exerce sans culture et sans antibiogramme. Donc, il faut essayer de regarder la dernière ligne. Vous voyez que pratiquement, quand l'antibiogramme est inconnu, il faut utiliser donc le traitement, une double résistance qu'on a vu. J'ai fini mon temps? Tout va bien, très bien. Alors, en conclusion, c'est une infection assez fréquente du tube digestif, principalement l'estomac, cause principale de l'ulcère duodénal chez l'adulte et le carcinome de l'estomac, la transmission interhumaine, le diagnostic est basé sur l'endoscopie, biopsie, anapathie et culture, le traitement, une association de plusieurs antibiotiques, nécessité de contrôler l'éradication. Le séquençage a été déjà fait en 1999, 1500 gènes. Il y a un vaccin prometteur pour cette pathologie. Il y a des recommandations de la Société européenne par rapport à l'adhérence du traitement. Il y a un dépliant à distribuer chez les parents en expliquant les conséquences possibles de cette infection, qu'il est important de savoir
sur le traitement et comment savoir que le traitement a réussi. Et on donne, bien sûr, une feuille un journal sur les 14 jours, la prise du traitement matin et soir, les effets secondaires. Et je vous remercie. À la seconde près, il vous reste 6 secondes.